chacune et chacun d'entre vous. Pyramide FM. Des 12. Des 12. Le Pierrot à Toubé sur 105.5. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 19 février 2023. Merci d'être fidèles au rendez-vous politique dominical sur Pyramide FM. L'argent est bien, mais l'homme est meilleur parce qu'il répond quand on l'appelle. C'est un proverbe du Togo. Et au Togo, c'est justement l'argent qui cristallise les attentions de nombreux acteurs depuis que la Cour des comptes a rendu public son rapport d'audit sur la gestion des fonds de riposte et de solidarité Covid-19. Les montants sont énormes et les questions nombreuses puisque la Cour a fait le constat de divers manquements et faiblesses. Où est vraiment passée la totalité de l'argent du Covid? C'est la principale question quand on va commencer par appeler ces fonds consacrés à la lutte contre la pandémie. Ils ne répondront pas puisqu'ils ne sont pas meilleurs aux hommes. Mais les hommes à la charge de ces fonds se sont-ils montrés à la hauteur de leur réputation d'être humains doués de sens et de raison? Un adage dit que la raison s'effrite devant l'argent, surtout quand il est considéré comme de l'argent public. C'est au nom du public que le gouvernement togolais s'est réjoui des conclusions et a pris note des manquements. Les fonds Covid sont-ils morts avec les morts de Covid-19? Au sein de la société civile, on ne démord pas, mieux on veut des noms, pire la tête des auteurs des malversations. Sommes-nous réellement en face des malversations, puisque les mots ont leur sens? Ceux qui exploitent le rapport de la Cour des comptes ne l'ont-ils pas tout simplement mal lu? Dans les milieux politiques, se posent-ils aussi les mêmes soucis aux lecteurs, comme on peut parfois les rencontrer dans les boutiques et marchés installés le long des principales routes de la ville de Lomé? Depuis le mercredi 15 février 2023, les propriétaires des boutiques et marchés, pour avoir bien lu les directives des autorités, ont commencé par retirer leurs affaires. C'est non sans peine pour les habitués des trottoirs. Le gouvernement insiste sur la pédagogie. Les maires et les agents en charge de l'exécution de la directive se sont-ils suffisamment instruits à réaliser, ont-ils été suffisamment instruits à réaliser les prouesses sur le terrain, un peu comme des sportifs? Ce dimanche, l'un de Lomé Asco est attendu à Rabat pour réaliser justement des prouesses en Coupe de la CAF devant les Marocains des Forces armées royales. Les jaunes et noirs du Togo doivent se racheter après le match nul de dimanche dernier à Lomé. C'était face aux Égyptiens de Futur FC en attendant d'aller au Caire dimanche prochain pour jouer contre d'autres Égyptiens de Pyramide. À Radio Pyramide, nos prières sont destinées à accompagner Asco à engranger des victoires dans la défense des couleurs nationales. Idem pour les militaires au front contre le terrorisme. Comment en finir avec cet autre fléau? La question revient au quotidien. Comment briser les chaînes des complicités internes? Cet autre souci handicape sans doute la lutte. Ce dimanche, c'est le député et président du PDP, Innocent Kagara, qui est notre invité. Les contacts du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Innocent Kagara, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio Pyramide. C'est toujours un plaisir de participer à cette émission. Radio Pyramide et l'ensemble des stations radio ont observé en début de semaine la journée mondiale de la radio. Cette journée a permis de parler abondamment de ces médias et populaires, notamment en Afrique. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes radio, télé, ou presse écrite, ou encore Internet? Et pourquoi? Bon, c'est en fonction de mon intérêt. Je pense qu'il y a des émissions où je peux faire la radio. Il y a d'autres émissions où divertissement, je peux faire la télé. Et il faut dire aussi que nous sommes à l'ère du numérique et beaucoup d'informations, nous l'avons beaucoup plus sur Facebook, sur Twitter, bon, disons sur les réseaux sociaux. Donc, je pense en fonction de vos centres d'intérêt, vous pouvez switcher soit sur une télé, soit aller sur la radio, soit être sur les réseaux sociaux. Vous êtes en Afrique, on sait que la radio est le média qui est le plus populaire, notamment en zone rurale. Et vous, acteurs politiques, vous qui connaissez très bien le terrain, et quel usage faites-vous justement de ce média-là quand vous êtes à l'intérieur du pays? L'intérieur du pays, bon, il faut dire que il est beaucoup plus accessible que l'Internet et la télévision, parce que vous allez même dans des coins reculés, vous pouvez avoir votre poste et vous pouvez capter des radios qui émettent à plus de 100 km, 200, 300, 500 km.
Et donc, il est beaucoup plus accessible à nos populations. Nous, en ce qui nous concerne, quand nous sommes invités, c'est vrai qu'il y a des radios dans les préfectures qui nous permettent de pouvoir passer nos messages parce que nous sommes des acteurs politiques et il est de bon ton que quand nous sommes dans une circonscription ou quand nous sommes dans une préfecture, que nous puissions passer le message, un message de rassemblement, un message de sensibilisation par rapport à un certain nombre de sujets d'actualité et, si possible, passer également des messages politiques. Quand on parle de radio, aujourd'hui on sait qu'elle foisonne un peu partout, radio nationale, locale, radio internationale. Il y a certains qui préfèrent les radios internationales. Est-ce que vous avez la même préférence? Non, pas spécialement, parce que moi je suis un panafricaniste et je préfère consommer local. Oui, je peux aller, mais les gens pensent que tout ce qui est dit sur une radio, c'est la vérité, c'est l'évangile qu'il faut accepter. Non. En fonction de la position de la radio, en fonction des intérêts de ceux qui financent la radio, en fonction de la ligne éditoriale, je peux prendre des informations sur des radios, mais il y a des radios, quand vous prenez la guerre de l'Ukraine, vous vous rendez compte réellement qu'il y a des radios qui ont perdu leur crédibilité sur le plan international. Quand vous prenez une radio qui est installée dans nos pays et qui est une radio française, vous voyez un peu la manière dont elle traite l'information de l'Ukraine. Vous prenez d'autres sujets, tels que les coups d'État par exemple. Vous voyez le traitement qui est fait par rapport au Tchad, vous voyez le traitement qui est fait au Burkina, vous vous rendez compte qu'il y a une certaine... elle n'est pas totalement objective. Donc, en fonction de l'actualité, je peux aller à l'international comme sur le plan national, mais il nous revient de faire notre propre opinion sur la question. Au vu de tout ce que nous avons entendu, au vu de notre culture générale, au vu de là où nous prenons nos informations, au vu de notre réseau. Quel est votre sentiment général sur la prestation des stations radio du Togo? Non, je pense qu'il y a un effort de professionnalisme. Actuellement, avec la nouvelle loi, il y a beaucoup qui essaient de se faire former parce que vous ne pouvez pas avoir une entreprise de presse si vous n'avez pas le diplôme. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Il y a un renforcement de capacité, aussi bien des journalistes, des animateurs d'émissions. Et je crois que, je n'aimerais pas dire des bêtises, mais je crois que nous pouvons être satisfaits de ce que nous avons dans nos pays avec le peu de moyens que nous avons. Parce que les gens, ils viennent des fois à la radio par passion, mais ils n'ont pas la formation pour. Ils n'ont pas les moyens pour se faire former. Et il est de la responsabilité de l'État de former parce que l'enseignement, c'est une responsabilité régalienne de l'État. Normalement, tous les citoyens doivent être formés et avoir les mêmes opportunités. Donc, au vu du constat que nous faisons, au vu de la faiblesse des capitaux, parce qu'une radio crédible, vous devez financer la radio. Pour que ceux qui animent les émissions, les journalistes ne soient pas susceptibles de corruption. Si nous atteignons ce niveau, vous voyez une chaîne qui fait la fierté quand même nationale qui est New World. Si nous pouvons avoir des droits de rediffusion d'un certain nombre d'événements, on peut financer. Aller à l'international, ça crédibilise tout ce que les gens disent parce que les gens ne sont pas susceptibles à se faire payer 50 ou 100 000 pour pouvoir aller sur cette ligne éditorialiste ou bien cette autre ligne éditorialiste. Donc pour ce qui est fait actuellement, nous sommes quand même satisfaits et depuis un temps avec la HAC, avec la nouvelle loi, ils sont en train de devenir professionnels. Donc, il faut s'en féliciter. Mais au même moment, il faut dire que c'est très compliqué. Parce qu'il y a des gens qui quittent l'informel. Vous leur demandez de se professionnaliser. Ils trouvent là, il n'y a pas de marché. Comment vous faites pour aller au CFE, après à la CNSS, et on a augmenté les SMIC. Donc, vous-même qui êtes des patrons de presse, vous devez payer les gens à 55 000. Comment vous faites ça? Vous devez les déclarer à la CNSS. Vous devez leur trouver un moyen de locomotion. Donc, une entreprise, quand vous prenez côté entreprise, j'ai peur que ces entreprises ne soient pas rentables. Parce qu'il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché de publicité. Les seules entreprises qui donnent le marché de publicité, c'est les seules, et on les connaît. Soit dans la téléphonie mobile, soit les brasseries, soit je ne sais pas, le port. Mais c'est les seules. Donc, il faut trouver un autre mécanisme, et je l'ai toujours dit. Il faut augmenter la dotation de la presse à 1 milliard. Il faut envoyer des gens se faire former. Les meilleurs. Il faut leur faire une dotation sans forcément qu'ils vous critiquent ou pas. Ça permet d'avoir une certaine neutralité. Quand on parle de médias, puisque vous êtes député dans certains pays aujourd'hui, les assemblées nationales ont leur propre station radio ou télévision pour pouvoir retransmettre les débats, les plénières en direct. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être réalisé un jour ici? Oui, moi, si j'étais président de l'Assemblée nationale, moi, je l'aurais fait. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va crédibiliser tout ce que nous faisons parce que les gens ont l'impression qu'on leur cache des choses.
alors que nos débats sont publics. Mais ils ont toujours l'impression qu'on leur cache des choses. Même si on dit c'est public. Et puis, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on annonce les plénières du Parlement sur la chaîne nationale? On annonce. Ça veut dire que tout le monde peut participer. Et les médias ont une cabine en haut. Les médias, tous les médias ont une cabine en haut quand vous venez au Parlement. Mais les gens ont l'impression qu'on leur cache des choses. Donc, pour régler ça, et puis, ici, on a rarement des questions au gouvernement, comme on le voit en France et dans certains pays. On a rarement ces échanges-là. Ils viennent au Parlement à l'occasion d'une loi, d'une plénière. Ce n'est pas véritablement des questions, mais nous en profitons quand même pour poser des questions au gouvernement. Donc, si cet exercice rentre dans les habitudes, ne serait-ce que commencer par un média en ligne, quoi, faire filmer, mettre ça en ligne sur la page Facebook du Parlement, faire un petit plateau au niveau du Parlement où après on reçoit telle sensibilité. On peut recevoir la majorité, l'opposition, on peut recevoir même le ministre. On peut même recevoir le ministre dès la fin des travaux avant qu'il ne s'en aille pour expliquer et faire peut-être des émissions après. Ça sera une très bonne chose pour notre Parlement. Mais est-ce que c'est des choses que vous discutez entre vous là-bas Non, je n'en dirai pas plus. Je ne suis pas président de l'Assemblée nationale, mais je n'en dirai pas plus. Mais en ce qui me concerne, je dirais que ce serait une bonne chose. Mais si, nous n'avons pas cette prérogative-là. Mais si demain, par exemple, un média de Lomé veut retransmettre les débats de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est possible? Quelles peuvent éventuellement être les démarches Je pense à réaliser? qu'il y a des procédures. Il faut vous référer à l'Assemblée nationale, l'administration de l'Assemblée nationale. Il y a un directeur de la communication et puis vous voyez quelles sont les conditions. Et si vous répondez aux conditions, je ne sais pas si c'est possible d'abord. Et si c'est possible, quelles sont les conditions? Moi, je vous ai dit, si jamais dans un pays lambda, je suis président de l'Assemblée nationale, c'est quelque chose... C'est votre rêve? Voilà, ça c'est mon rêve. Et ça c'est personnel. Bien, merci, c'est noté. Quand on parle des médias, vous savez très bien que l'actualité sur ces médias-là, celle la plus commentée depuis quelques jours, c'est ce rapport consacré à la gestion des fonds Covid. Cela fait plus de 10 jours que ce rapport a été rendu public. Mais force est de constater que sur les médias, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, sur les médias classiques, traditionnels, ce débat-là continue. La preuve, nous allons continuer à en parler là. Comment expliquer que ce débat-là ou cette thématique continue pas à intéresser autant les débatteurs? Non, ça participe aussi à la gouvernance. Les gens veulent savoir où va leur argent et si nous avons des financements, ça va où? Est-ce que cela est géré correctement? Donc c'est une préoccupation majeure que partagent l'ensemble de nos concitoyens et c'est tout à fait normal. C'est des moyens de pression également que nous avons sur les dirigeants pour que le pays soit bien géré. Bon, moi en ce qui me concerne, j'ai lu une partie, je n'ai pas encore l'ensemble des tenants aboutissants, donc je n'aimerais pas aller dans le fond du sujet, mais sur la forme ou un certain nombre de principes, je peux en débattre. Et comme nous avons de l'argent, il faut que ce soit bien géré. Parce qu'au même moment, on ne peut pas demander aux citoyens de serrer la ceinture. Et quand des conclusions comme ça, ou bien un audit sort comme ça, et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'anomalies, ça pose question. Ça pose véritablement question. Mais au vu de ce que je sais sur le dossier, je pense que c'est un audit de conformité. Voir si ce qu'on vous a demandé de faire, est-ce que vous l'avez bien fait. On ne dit pas encore que les gens ont bouffé l'argent ou que l'argent s'est retrouvé sur un de leurs comptes offshore. C'est pas ce que le rapport dit. Le rapport dit que tant que vous ne l'avez pas bien fait, tant nous cherchons l'argent, il faut nous dire où est-ce que cet argent se situe. Par exemple, si vous prenez, d'après ce que je sais, si vous prenez la question de Timoni et de Move, il aurait fallu juste que le ministère de l'économie numérique réponde à la Cour des comptes pour dire, écoutez, mes techniciens s'occupent d'identifier les populations vulnérables et de pouvoir créditer leurs comptes. Mais nous ne nous occupons pas de l'argent. Que de ne pas répondre. Parce que quand vous ne répondez pas, ça pose encore d'autres questions. Parce qu'en réalité, le ministère de l'économie, les techniciens du ministère de l'économie s'occupent des transactions, mais ils n'ont jamais touché l'argent. D'après ce que nous savons. Donc, par rapport, par exemple, à Olam qui nous a livré du riz, parce qu'il fallait voir si il faut utiliser le droit togolais ou le droit anglais. Parce que Olam est basé en Grande-Bretagne. Parce que s'il faut utiliser le droit togolais, paraît-il qu'il nous faut la procédure, la passation, la livraison, il faut entre 4 et 6 mois. S'il faut utiliser Olam,
le droit anglais, en espace d'1 mois, nous avons la marchandise. Parce que nous étions dans une situation d'urgence. Est-ce qu'il fallait utiliser le droit togolais ou le droit anglais? Et ça revient à modifier la loi sur les marchés, la passation de marché, pour dire en cas d'urgence, à situation exceptionnelle, nous pouvons utiliser la loi de tel ou tel autre pays en fonction de l'urgence. Mais parce que si on ne le fait pas, on fait entorse à la procédure. Et c'est normal que la Cour constitutionnelle relève ses manquements. La Cour des comptes. Mais la Cour des comptes relève ses manquements. Donc la Cour des comptes a très bien fait son travail. Et j'aurais souhaité aussi voir le rapport de 2021 pour voir si ceux qui n'ont pas répondu ont finalement répondu. Et quelle est l'appréciation de la Cour des comptes? Mais justement, comment expliquer que là, notre démocratie qui se construit, la gouvernance qui se met en place tout doucement, que des gens ne veulent pas répondre? Par exemple, on sait que dans ce pays, certains ministres sollicités à répondre à des questions au gouvernement ont décliné, et que là, par exemple, sur cette enquête ou cet audit, on constate la même chose. Est-ce que c'est une question de mépris finalement? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que... Ou de suffisance? Non, non, si vous me parlez de mépris et de suffisance, ceux qui font la politique, ceux qui savent que ils savent qu'ils ne sont pas éternels. Et la roue tourne, hein. Il faut faire très attention. Même dans le même camp, il faut faire extrêmement attention. Il faut être humble. L'humilité précède la gloire. Et on n'est pas éternel. Donc je crois qu'ils le savent. Donc, je ne pense pas que ce soit du mépris. Des fois aussi, c'est... Des fois, quand on vous accuse de quelque chose, ou bien quand vous vous sentez harcelé, vous dites, mais les gens là doivent savoir que moi, je n'en suis pour rien. Mais pourquoi ils me demandent ça? Oui, mais en fait, si vous dites que vous n'en êtes pour rien, mais vous venez répondre. C'est ce que je dis. J'étais à la place de ces ministres là, j'allais répondre à travers un courrier, j'allais expliquer. Je vais répondre à la Cour des comptes. Moi, je serai à leur place, je répondrai à la Cour des comptes pour lever l'équivoque et faire taire la polémique. Vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez dit que vous n'avez pas lu tout le rapport. Est-ce que vous ne donnez pas comment beaucoup de Togolais qui réagissent sur ce rapport-là? Il y a un ministre qui dit beaucoup de Togolais exploitent le rapport et ils l'ont mal lu, en fait, c'est ce qu'il a dit. Non, moi, je mais vous, par exemple, non, vous ne l'avez pas totalement lu. Non, je n'ai pas dit que je n'ai pas totalement lu. J'ai dit que je n'ai pas l'ensemble des tenants aboutissants, mais je l'ai lu. Et j'attends quand même le rapport de 2021. Et j'attends, parce que j'ai formé une cellule pour pouvoir regarder, parce que c'est des économistes, c'est des gens qui ont fait un peu le droit aussi, technique, passation des marchés, pour voir un peu, pour qu'ils me disent. Parce que moi, je ne suis pas dans le sensationnel. C'est pour ça, souvent, je dis... Mais est-ce que vous avez l'impression que les gens sont dans le sensationnel sur ce beaucoup exploitent. Beaucoup exploitent pour se faire un nom, beaucoup exploitent pour faire ci, pour faire ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mais objectivement, il y a eu des choses. Il va falloir que le gouvernement explique. Parce que si vous n'expliquez pas, la polémique va s'enfler. Donc, il faut expliquer. Et les procédures n'ont pas été respectées. Justement, sur les procédures n'ont pas été respectées. Il faut maintenant, dorénavant, qu'on respecte les procédures. Et quand on est en situation d'urgence, expliquer quand on est en situation d'urgence avec des arguments qui pourront calmer les gens. Parce que si vous ne le faites pas, c'est là où vous pouvez parler de mépris. Mais je ne crois pas que ça puisse être du mépris. Pour les explications, le gouvernement a commencé par en donner. Le gouvernement, dans un communiqué, a dit se réjouir du contenu ou du travail qui a été fait. Et puis, ils ont juste pris acte. Et ont pris note des manquements qui ont été relevés. Est-ce que, par exemple, vous êtes satisfait par rapport... Pas totalement. Pas totalement, mais ils ont pris acte, puisque eux-mêmes, ils sont conscients qu'il y a eu des manquements. Et pourquoi est-ce qu'on a pu publier le rapport d'après vous? Mais je pense qu'avec la publication de ce rapport, avec le changement au niveau de Alpucia, je pense qu'il y a une volonté du président de bouger les lignes. Maintenant, il faut que la volonté se traduise dans les actes. Non, non, lui... Et je vous rappelle que la Cour constitutionnelle ne peut pas poursuivre. Vous parlez de la Cour constitutionnelle? Non, la Cour des comptes ne peut pas poursuivre. Elle fait des rapports, il revient à ceux qui sont concernés ou aux responsables s'il y a véritablement des manquements et que des gens ont commis des actes, de les punir. Mais ils ne peuvent pas être poursuivis, c'est ce que vous ne savez pas. On a lu une de vos réactions. Vous, par exemple, vous dites que c'est le chef de l'État qui a commandé cet audit, ou du moins le gouvernement qui a commandé cet audit, à eux maintenant de donner une suite. Oui. Quelles peuvent être les suites possibles à donner à ce document? Non, vous savez, un peu dans tous les pays, il y a une organisation. Il y a l'inspection générale de l'État, après il y a la Cour des comptes. Et après, s'il y a des choses qui sont vérifiées, il y a des sanctions, il y a des têtes qui tombent.
il y a des procédures qu'on corrige. Parce que ces rapports révèlent un peu la faiblesse du système. Souvent, les rapports, ça relève la faiblesse qu'il faut corriger à travers des arrêtés, des lois ou n'importe quel test. Ou bien même, des fois, la sensibilisation suffit pour corriger. Donc, il revient au premier responsable de prendre des décisions pour corriger souvent ces manquements. Parce qu'il ne faut pas qu'on observe ces manquements-là d'année en année. Donc, ces corrections, ça doit émaner de la première, du chef pays. de l'État, oui, de la première institution du pays. Ces manquements-là, ce n'est pas la première fois qu'on le constate au Togo. Depuis que ce rapport a été rendu public, certains ont ressorti des placards, ce qu'on a appelé des scandales liés à la route de Lomé-Vaughan, par exemple, ou encore, par exemple, il faut punir. La Coupe d'Afrique des Nations, la gestion des fonds alloués à la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut punir, même si c'est... Est-ce que ça ne devient pas récurrent finalement, puisque ce que vous venez de dire, qu'il faut punir, là, par exemple, oui, les gens attendent. Les gens, par exemple, ont dit... La punition ne veut pas dire forcément prison. Hein. Oui, on sait. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui fait des choses, il ne conserve pas son poste. Quelqu'un qui fait... Il faut qu'on lui explique que ce qu'il a fait n'est pas bon. Mais la punition ne veut pas dire forcément prison. Et il y a des procédures. Comme je vous l'ai dit, la Cour des comptes ne poursuit pas. Donc, si vous êtes à un poste, c'est qu'on vous enlève de ce poste et vous justifiez. S'il y a des manquements, vous justifiez. S'il y a une différence, vous devez payer la différence. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on ne peut pas les poursuivre. Ce n'est pas payé pénal. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous lisez sans doute tout ce qui est écrit dans la presse, tout ce qui est dit, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous envisagez, par exemple, vous, dans votre rôle de député, une initiative prochaine à l'Assemblée nationale, par exemple? Non, il y aura des interpellations. Certains députés, comme nous autres, surtout notre groupe parlementaire, NETS-PDP, je pense que nous allons envoyer des interpellations. Ça s'arrête là-bas parce que nous n'avons pas disons, nous n'avons pas le nombre requis pour véritablement interpeller le gouvernement. Parce qu'il faut 15 députés. L'ensemble de l'opposition, nous faisons 14. Donc, il faut que les Togolais qui critiquent, les Togolais qui veulent qu'on améliore la gouvernance, qui nous donnent plus de moyens. Plus de moyens, ça veut dire qu'il faut que nous soyons beaucoup plus représentatifs lors du prochain mandat. C'est comme ça que se construit la démocratie. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et quand il faut choisir, vous faites le contraire. Et quand vous finissez les élections, vous venez encore vous plaindre. Non, ça ne marche pas comme ça la démocratie. Il faut que ça soit traduit dans l'urne. Comme ça, pour nous donner les moyens de pouvoir dire au gouvernement, soit gagner les élections, soit avoir une majorité, une minorité confortable pour pouvoir interpeller les gens. Sinon, nous n'avons pas. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est 15 députés. Nous ne faisons que 14, l'ensemble de l'opposition. Donc cela suppose que vous allez faire non, nous allons... Vous savez très bien que c'est... Non, mais c'est les tests qu'il faut respecter. On est 14. Il faut 15. Mais nous allons néanmoins interpeller. Nous allons envoyer des correspondances au gouvernement. Et je tiens quand même à dire que à chaque fois que nous avons envoyé des courriers, quand même, nous avons reçu des réponses. Donc, cet exercice quand même est fait. Quand nous avons envoyé des courriers, nous avons reçu, les ministres nous ont répondu. Et ceux qui ont tardé à répondre, ils se sont excusés. Est-ce que, par exemple, déjà, vous avez en tête une liste de personnalités ou de ministres que vous allez interpeller? Non, pas pour le moment. On va discuter de ça à la rentrée parlementaire en mars. Est-ce que, par exemple, vous interpellerez le ministre de la Sécurité? Mais si nous jugeons utile de l'interpeller, oui. Le ministre de l'économie, par exemple? Si nous jugeons utile, oui. Bien, merci. Et les réactions fusent de partout. Hein. Il y a certains qui demandent carrément la démission du gouvernement. Vous avez sans doute lu aussi ces demandes-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Oui, non, je comprends parfaitement, mais il ne me revient pas de demander la démission du gouvernement. Nous sommes en année électorale, avant ou après, je dis bien avant ces élections, ou après, il y aura un nouveau gouvernement. Donc, il revient au chef de l'État de tirer les conséquences de ce rapport et de prendre ses responsabilités. Mais il ne nous revient pas de demander que le gouvernement tombe, non. On a pensé jeudi de la semaine passée que quand le gouvernement avait fait sa réaction, ce dossier sera clôturé. En fait, c'était l'impression que certains avaient eu. Moi, personnellement, je pensais que c'était la fin. Même, curieusement... non, moi, je trouve même que sur cette question, le gouvernement communique mal.
Parce qu'au vu des éléments que moi j'ai eus, il y a beaucoup de ministres, je vous assure qu'en réalité, il y a eu des manquements au niveau des procédures, mais il n'y a pas eu de détournement en tant que tel. Sur d'autres ministères, peut-être, je n'en sais rien, mais certains ont des arguments. Certains ministères ont des arguments. Et pourquoi ils ne communiquent pas là-dessus? Les gens se sont interrogés, par exemple. Non, mais ils n'ont qu'à communiquer là-dessus. On prend par exemple dans le document, les gens se sont interrogés sur la question du logo qui est à 15 500 000. Non, le logo, nous tous nous sommes d'accord, c'est inacceptable. On ne peut pas faire un logo à 15 millions. C'est impossible. Mais justement, quand par exemple on dit... C'est inacceptable. Quand on dit qu'il n'y a pas de détournement, ou quand on dit qu'il n'y a pas de malversation, mais quand on regarde... Attendez. Faire un logo à 15 millions, nous ne sommes pas d'accord. Oui, en fait, oui. Mais ça ne veut pas dire que les 15 millions sont rentrés dans la poche du ministre. Non, mais en fait, attendez ma question. Là, par exemple, vous êtes d'accord que ça pose problème qu'il y ait un logo à 15 millions. C'est clair, ça pose un problème. Oui. Mais les 15 millions sont passés où? Comment les 15? C'est un prestataire qui est venu de l'extérieur, je crois, d'après les explications que j'ai eues. On trouve que ce logo vaut 15 millions, ça dépend de ce que vous avez dans les... Ça peut supposer que demain, on peut avoir dans ce pays un logo à 100 millions. On peut l'expliquer. Non, il ne faut pas exagérer aussi. Faut pas exagérer. Mais est-ce que ce n'est pas ces exagérations-là sur les chiffres qui heurtent les consciences? C'est clair, parce que les gens souffrent. Les gens voient ces chiffres-là, ils se disent, mais au même moment, vous nous demandez de serrer la ceinture, au même moment, voilà comment d'autres s'enrichissent. Mais le logo de 15 millions, je trouve que c'est scandaleux. Mais ça ne veut pas dire que les 15 millions, c'est un prestataire qui a eu les 15 millions. Mais comment eux, ils ont défini les termes de ce contrat pour qu'un prestataire vienne faire un logo aussi simple à 15 millions? C'est ça la question. Et il faut qu'ils en tirent les conséquences. Mais dire que le ministre n'a pas empoché les 15 millions. Personne ne le dit, mais en fait, les gens peuvent se poser des questions. Non, je pense qu'il faut qu'on fasse un débat. C'est un peu comme... Non, il faut qu'on fasse un débat sérieux. Il faut qu'on dise, on n'est pas d'accord, la procédure a été mal faite. Le choix du prestataire, moi je n'en sais rien. Peut-être qu'il est bon, mais on ne peut pas faire ce logo à 15 millions. 1 million, 2, 3, ça aurait suffi largement. Sur la question des fonds Covid, par exemple, des fonds de Novici, on a eu des explications venant des ministères que le reliquat qui porte sur 779 millions, si les chiffres sont bons, ces reliquats-là auraient servi, par exemple, à payer les enseignants volontaires. C'est utilisé par le ministère des Finances pour d'autres projets. C'est utilisé, c'est des comptes Timoni et Flouz que les agents du ministère des Finances ont créés et ils opèrent sur ces comptes-là pour faire des transferts. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous allez ouvrir un compte Timoni, d'accord? Tant que vous ne demandez pas à Togocel de fermer votre compte Timoni, ce compte ne sera pas fermé. Est-ce que c'est pour autant que vous n'avez pas votre solde sur ce compte-là? S'il vous reste 30 000, par exemple. Est-ce que vous ne pouvez pas utiliser les 30 000 francs pour faire une autre opération 2 ou 3 mois après? En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si on se comprend. Non, je vous comprends. Oui, non, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on peut utiliser ces fonds-là qui sont restés le reliquat pour d'autres opérations du même type. Vous avez dit tantôt que le gouvernement communique mal, ou soit explique, ou n'explique pas bien ce qui se passe. Qu'est-ce que vous conseillez au ministre? Non, il ne me revient pas de conseiller. Non, mais le gouvernement. Nous sommes de l'opposition. Nous sommes de l'opposition. Comment voulez-vous que nous conseillions le gouvernement? Mais il s'agit d'une affaire nationale. Même s'il s'agit d'une affaire nationale, ils ont des experts qui maîtrisent mieux la communication que nous. Ce n'est pas à nous de conseiller le gouvernement. Mais qu'est-ce que vous attendez d'eux? Non, mais qu'ils expliquent beaucoup plus les dossiers, que les gens comprennent. Parce que des fois, c'est une question de manquement au niveau du respect de la procédure. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un a empoché l'argent. Les procédures n'ont pas été respectées, c'est tout. Donc, ils n'ont qu'à tirer les conclusions. S'il faut changer les procédures, s'il faut démettre des gens de leur poste, ben c'est ça. Mais c'est pour ça que je veux qu'on fasse un débat sans mettre trop de passion. C'est pour ça, souvent, moi, je dis, je veux être reconnu, mais pas connu. Parce que reconnu, ça veut dire que ça prend du temps. Ça veut dire que c'est à travers les actes que vous avez posés. Et ça veut dire qu'après, quand on fait le bilan, on dit tel quand même a impacté notre société. Donc, ces questions-là, il faut faire un débat sérieux parce que n'oubliez pas que vous-même, vous pouvez être au pouvoir demain. Vous pouvez être au pouvoir demain. Et la manière dont vous faites les débats, c'est de la même manière qu'on va vous combattre. Donc, faisons les débats sans trop mettre de passion. On sait qu'il y a eu des manquements. Ils n'ont qu'à corriger ces manquements. Essayons de voir le rapport de 2021 pour voir s'il y a eu des réponses. Est-ce que ces manquements ont été corrigés?
Et si c'est une question liée à la procédure ou bien au test, il faut rapidement qu'on puisse modifier ces tests-là pour que les gens puissent être à l'aise dans l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que ce que vous appelez la passion, est-ce qu'il n'y a pas passion tout simplement parce que les chiffres sont énormes? Ces questions, oui, ça c'est clair. Est-ce que ce n'est pas ça qui a entraîné les passions? Oui, parce qu'au moment où, par exemple, la pauvreté, le Covid qui a impacté négativement les gens. Et quand on voit un certain nombre de chiffres, on voit un certain nombre de dossiers liés à un certain nombre de ministères et on voit, et on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, mais c'est normal. Quand on lit, par exemple, que du riz a été acheté des milliards, par exemple. D'après ce que j'ai appris pour le riz, il fallait pareil au plus pressant commander le riz pour que le riz soit disponible. Et le gouvernement a plafonné les prix. Quand le gouvernement a plafonné les prix, parce que si vous êtes un commerçant, vous allez acheter avec le transport qui a augmenté avec la guerre de l'Ukraine. Et vous voulez vendre et on vous dit que vous ne pouvez pas vendre ça à ce prix. Mais vous n'allez pas acheter. Donc on n'aura pas de riz. Donc le gouvernement a passé la commande au niveau des mêmes fournisseurs, a subventionné et a mis le riz à la disposition des importateurs au port de Lomé. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et d'après ce que j'ai appris, les 8 milliards sont repartis au niveau du ministère de l'économie. Donc vérifions si réellement les importateurs ont repayé les 8 milliards. En réalité, si les importateurs nous ont repayé les 8 milliards, le problème, il n'y a eu aucun problème, même si la procédure n'a pas été respectée. Mais si les 8 milliards ne sont pas rentrés dans les caisses de l'État, c'est passé où? Il faut qu'on nous explique. Nous venons de passer avec vous 30 minutes. Député Innocent Kabara, président du parti PDP. Votre parti, comment est-ce qu'il se porte? Très bien. Comme moi-même, d'ailleurs. Très bien. Toujours positif. Toujours, je crois en ce pays, je crois en cette nation. Nous avons une terre très riche, bénie. Il faut que nous puissions le dire tout le temps. Il faut que nous puissions être positifs. Il faut que nous puissions nous aimer. Quand je le dis, les gens rigolent, mais c'est l'amour qui construit une nation. Vous êtes l'un des rares, quand même, Togolais à répondre de cette façon, puisque de plus en plus de Togolais croient de moins en moins en ce pays-là. Soyons des patriotes. Israël s'est construit comme ça. Il y a eu des génocides, non. Soyons... Les gens sont tristes, est-ce que vous savez? Oui, je sais que beaucoup de gens sont tristes. Et c'est de notre responsabilité de rendre ces gens-là heureux à travers nos prises de position, à travers les exemples que nous pouvons donner, à travers notre gestion de main. Ce que nous demandons aux gens, il faut que nous-mêmes nous soyons prêts à faire ce sacrifice. Et pour que les gens rêvent, il faut être positif. Vous ne pouvez pas venir leur dire que nous croyons en rien. Ils seront défaitistes. Ils ne seront pas... Il y aura de l'incivisme. Ils vont brûler le feu. Le truc de l'État, ils ne vont pas considérer, ils ne vont jamais respecter le drapeau. Ils ne vont jamais faire quelque chose pour ce pays, mais ils vont toujours réclamer que le pays fasse pour eux. Ils seront défaitistes. Mais qu'est-ce que vous voulez construire avec une armée de défaitistes? Rien du tout. Mais croyons en ce pays. Nous voulons hériter du pays, de ce Togo-là, que nous voulons gérer un jour, que ce soit un Togo prospère, même si c'est des adversaires qui sont au pouvoir. Nous souhaitons que le pays soit prospère. Est-ce que vous avez l'impression que votre message impacte? Le message aura, le contexte ne permet pas aux gens de nous entendre, mais ils vont finir par voir dans la durée que c'est nous qui avons raison. Parce que ceux qui sont dans le court terme, rapidement, seront rattrapés par des événements. Et c'est toujours ce qui arrive. À la veille d'une élection, ils vont vous promettre quelque chose qu'ils ne pourront pas réaliser. À l'élection, ils vont se rendre compte que c'est plus difficile, que le terrain est plus difficile. Au lendemain des élections, vous n'allez pas les entendre. Et ils vont reprendre à la veille des prochaines élections. Mais ça ne construit pas une opposition, ça ne construit pas un pays. Il faut que nous soyons responsables. Il faut qu'on se donne du temps. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on ait des spécialistes sur nos dossiers. Il faut que, même en tant qu'opposants au niveau international, que nous ayons des contacts, que nous ayons une diplomatie. Il faut qu'on construise notre réseau et qu'on aille chercher les moyens. Et quand vous avez fini de faire ça, vous pouvez bomber votre torse en disant « je vais prendre le pouvoir ». On ne vient pas sur une radio-télé raconter n'importe quoi, repartir à la maison, alors qu'on n'a même pas le carburant pour rentrer chez soi et dire aux gens qu'on va prendre le pouvoir. Non, mais en fait, est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un le dit ces derniers temps? Non, je donne un exemple. Je dis ce que nous faisons, ça doit être sérieux. Je dis bien, si vous travaillez 5-10 ans, vous avez des cadres, vous les recrutez, vous avez des spécialistes sur toutes les matières, vous mettez le gouvernement en difficulté sur l'ensemble de ces matières. Ils sont obligés de faire rétropédalage sur un certain nombre de décisions qu'ils prennent. Là, vous les mettez en difficulté. Si vous atteignez ce niveau, sur le plan international, vous êtes connu. Vous allez faire des conférences, vous écrivez des livres, vous engagez des fonds. S'ils font un meeting ici, le lendemain, vous pouvez riposter en remplissant aussi les stades. Vous faites ça, vous pouvez prétendre prendre le pouvoir et vous êtes sérieux dans votre démarche. Ce que je dis et que moi, je ne ferai jamais. Venir insulter les gens. Les gens aiment, quand vous venez, vous avez un discours qui insulte. Les gens, ils adorent ça. Ils sont contents parce qu'il y a de la frustration. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il ne va rien se passer.
Nous n'allons pas faire ça. C'est ça qui marque la différence entre nous et un certain nombre de politiciens. C'est ça la grosse différence. Les Togolais, on se demande, en fait, c'est ça aussi le souci, est-ce qu'ils sont heureux ou pas cette semaine? On a déjà la réponse, hein, les Togolais sont malheureux. Mais nous voulons que les Togolais puissent croire en ce pays. C'est ça la nuance. Nous ne disons pas que les Togolais sont forcément heureux. Nous allons nous intéresser à ces Togolais-là dont les commerces sont installés au bord des principales voies de Lomé. Vous savez que depuis le 15, ils sont priés de déguerpir et de dégager leurs étalages. Comment est-ce que vous avez accueilli cette injonction-là? À la fois, c'est... Parce que nous sommes 110%, 110%, dépendamment des secteurs, nous sommes dans l'informel. Donc les gens, ils se lèvent un matin, il va voir un cousin qui lui prête un peu de sous, il paye son conteneur, il essaie de faire la peinture, il essaie de mettre un peu, il va aller prendre les friperies ici, ou bien pour d'autres, c'est vendre la nourriture pour d'autres. Mais je crois que quand vous prenez un espace comme ça qui est public, et surtout l'emprise des voies, et que vous n'avez pas d'autorisation totale, l'État va exercer son pouvoir. Nous-mêmes, nous en sommes conscients. Mais comment le faire? Avec beaucoup de diplomatie et avec beaucoup de sensibilisation. Et d'abord, pour le faire, il faut trouver la place aux gens. Si vous les délogez de là, ils ne savent où aller, ça pose un problème. Parce que vous allez former des délinquants. Ces gens-là qui avaient un minimum de un travail, même si c'était l'informel, s'ils ne peuvent pas travailler, ils vont voler. Ils seront aigris. Ils vont casser. Donc, comment faire en sorte que vous puissiez peut-être embellir la ville, faire des projets pour qu'il n'y ait pas d'accident? Parce qu'il y a aussi de l'incivisme. Les voies sont encombrées, il n'y a pas de passage piéton. C'est ça. Donc, comment résoudre ce problème? À la fois, ne pas retirer du pouvoir d'achat aux concitoyens. Donc, ça, c'est une question assez sensible. Et même si nous-mêmes, nous sommes au pouvoir demain ou nous sommes maires quelque part, nous aurons à faire des opérations comme ça. Mais comment faire ces opérations? Sensibiliser, prendre du temps, les déloger pour les remettre quelque part où les gens les connaissent, où ils pourront revenir avec leur clientèle. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Sinon, sur le fond, ils ont raison. Mais comment le faire? C'est une équation assez difficile alors. Oui, moi je trouve que c'est une équation assez difficile. Et puis c'est quand même un débat sérieux. Il ne faut pas rentrer dans du sensationnel avec trop de passion. Sur le principe, ils ont raison. Mais comment le faire? Parce que les gens, quand vous les délogez de là, c'est leur pouvoir d'achat qui s'envole. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir si vous n'avez pas un plan pour eux? Parce que vous êtes aussi leurs parents. C'est de la responsabilité de l'État de faire en sorte que chaque Togolais puisse manger au moins un repas par jour. Cette situation est vécue dans un contexte, dans une conjoncture difficile. On sait très bien que la vie est difficile et certains se posent la question de la nécessité de le faire aujourd'hui. Oui. Mais si on veut embellir la ville, cela suppose qu'un jour on le fera. Tôt ou tard, c'est ça. Tôt ou tard, on le fera. Est-ce qu'il faudrait la reporter, cette opération? Non, disent les autorités, puisque le ministère de l'administration territoriale a maintenu la date du 15 février et le gouvernement ajoute qu'il faut beaucoup de pédagogie dans le cadre de cette opération. En quoi va consister justement cette pédagogie-là? Il faut poser la question au gouvernement. Moi, je sais pas. Vous, par exemple, puisque vous rêvez 2030, vous l'avez dit ici, 2030, c'est demain. Si vous êtes au pouvoir, comment est-ce que vous allez... Je peux prendre une année et je vais le faire mairie par mairie, pas avec la même date. Parce que ces gens-là, on peut rapidement les dénombrer. Il y a d'autres mairies qui peuvent poser plus de problèmes que d'autres mairies. Les mairies où on n'a pas beaucoup de gens à dégager, ça peut être très rapide. Là où on a beaucoup de gens à dégager, on peut prendre le temps de le faire, donc dans la durée. C'est pas la même chose. Donc moi, j'aurais procédé mairie par mairie, en fonction des difficultés. Et faire en sorte de les reloger d'abord quelque part, avant qu'ils n'enlèvent leurs conteneurs ou bien les espaces qu'ils ont utilisés sur l'emprise de la voie. Vous habitez où? Est-ce que c'est important? Non, c'est pour savoir si dans votre zone, cette opération, elle est mise en route ou pas. Est-ce que les populations... Oui, l'opération est mise en route dans ma zone aussi, là où j'habite. Vous avez peur de dire non, où vous habitez? Non. Peut-être que vous habitez dans un quartier chic, je ne sais pas. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes à la caisse? Je suis à Lomé. Vous êtes à la caisse ici? Non, je ne suis pas à la caisse. je n'ai pas les moyens de vivre à la caisse ou à la cité. Non, mais en fait... non, je n'ai pas encore ces moyens-là.
Non, mais ceux qui sont là-bas, c'est le plus nanti, on le sait. Mais vous rêvez. Pas forcément. Moi, je veux vivre avec les gens, qu'il y ait les cocotiers à côté, que l'autre, que ce soit un dépanneur, que l'autre soit un cordonnier. Moi, je préfère ce melting pot que de vivre dans une... parce que quand vous vivez dans des coins comme ça, les enfants même sont bizarres. Les enfants ne côtoient que les enfants de riches. Les enfants ne savent pas ce que c'est que sortir, aller jouer le ballon dans le quartier, aller acheter du pain. Il faut qu'ils puissent toucher du doigt ces réalités. Personnellement, je n'aimerais pas vivre dans une cité où tout le monde est riche. Non. J'ai fait le Canada, donc je sais de quoi je parle. Vous habitez à Didogomé? Je suis à Lomé, c'est tout. Non, mais en fait, j'ai compris. J'ai compris que vous voulez garder le mystère. Peut-être que... Puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, avec les difficultés de tous les jours, les leaders qui habitent les quartiers populaires sont souvent submergés par des demandes. Je ne sais pas si c'est le cas également chez vous. Oui. J'ai pas mal de demandes. Là où, au moins, j'essaie d'être honnête. Quand c'est possible, je dis c'est possible. Parce qu'on pense que nous avons des milliards. On pense qu'on peut aider tout le monde. Il y a des gens qui se présentent à ton bureau sans rendez-vous. Ils ont besoin d'un billet d'avion pour aller au Rwanda parce qu'ils ont gagné une bourse là-bas. Un autre, il veut vraiment que à travers ton compte bancaire, que tes papiers, que l'enfant puisse partir. Un autre va te parler de problèmes de scolarité. Bon, quand on a les moyens, on le fait. Quand on n'a pas les moyens, on le dit clairement, allez dans telle structure pour qu'on puisse vous aider. Nous, on ne peut pas le faire. Vous êtes à Lomé, mais vous êtes également de l'intérieur, puisque je crois que vous êtes élu à Dampén. Est-ce que là-bas aussi, vous êtes assez sollicité? Quelles sont les demandes qui viennent de là-bas? Sans doute que ce n'est pas les billets d'avion. Les fermes, les engrais, la scolarité des enfants, des femmes qui sont en difficulté par rapport à leurs époux, comment faire la conciliation, des problèmes de terrain, des problèmes de transhumance des animaux qui font des dégâts au niveau des paysans. Donc voilà un peu les problèmes que nous avons dans ces localités. Quand on compare Lomé un peu à l'intérieur du pays, certains pensent parfois que plusieurs localités de l'intérieur sont oubliées. Parce que quand on... Moi, je connais pas il y a certaines villes de l'intérieur, je pense qu'il y a eu un effort d'aménagement. Ces villes ont totalement, le visage de ces villes, ça a changé. Quand je prends Dampén quand même, il y a 5 ans et maintenant, Dampén a beaucoup évolué. Moi, je ne connais pas Dampén. Oui, donc il y a eu des choses, il y a des choses qui se font. On ne peut pas dire que tout est mauvais ou que c'est négatif. Non, c'est faux. Il y a des choses qui se font. Oui, en fait, oui, il y a des choses qui se font. C'est clair que sur les 20 dernières ou 30 dernières années, beaucoup de choses ont été faites. Mais quand on compare à Lomé, je maintiens la question. À plusieurs localités de l'intérieur du pays. On ne peut pas comparer comme ça. Quand vous prenez par exemple... On n'a pas les mêmes moyens. Lomé, c'est la capitale. Lomé a un statut particulier. On met plus de moyens, c'est la vitrine du pays. À Dampén, en fonction de la richesse de la préfecture, il faut voir quelles sont les stratégies qu'il faut développer. Une préfecture où il y a c'est l'agriculture, c'est l'élevage, ou qu'il y a une industrie, ce n'est pas la même chose. Parce que là-bas, vous devez rapidement mettre les infrastructures pour que quand les gens cultivent, que ces aliments puissent venir dans la capitale. Donc ça, c'est les voies qu'il faut définir. Dans d'autres, c'est peut-être le tourisme. Donc en fonction de la richesse de la localité, mais je reviens de Balimé, mais ça a beaucoup changé. Au moins en termes d'infrastructure. Ça a beaucoup changé. Donc en fonction de la zone, vous savez comment faire les investissements. Dans un instant, les auditeurs interviendront dans l'émission comme c'est de tradition. Les 10 dernières années, notre marge de manœuvre en termes d'investissement public est très faible maintenant. Parce que est-ce que vous savez qu'on a engrangé beaucoup de fonds les 10 dernières années pour faire les infrastructures? Nous ne pouvons pas continuer par nous endetter. C'est pour ça la stratégie de l'État, si moi je dois, je ne vais pas les conseiller, mais si moi je dois définir une stratégie, c'est d'aller dans les partenariats publics-privés pour réaliser les infrastructures. Je disais que dans quelques instants, les auditeurs vont intervenir dans l'émission comme c'est de tradition, mais vous avez dit quelque chose d'important quand on évoquait les routes, les abords des principales routes de Lomé qui sont visées par une opération de désencombrement. Vous avez évoqué la notion de l'incivisme. Aujourd'hui, c'est une réalité que dans notre ville de Lomé, ou au-delà de Lomé, l'incivisme s'est installé. Comment ramener les Togolais à changer? Bon, ça, c'est pas au Togo. Hein. La phrase que je vais vous sortir, c'est un pays d'à côté où le président lui-même, il dit qu'il est chef de l'État, mais il dit que nous sommes dans un pays de désordre. Vous parlez du Bénin? Non, je ne vous donne pas le nom du pays. Il est chef d'État. Puisqu'au Bénin, le président a parlé de pays de pagaille.
Oui, voilà. Ah, mais vous voyez, Non, je ne dis pas. C'est pour vous expliquer que vous ne pouvez rien construire dans le désordre. Absolument. Vous pouvez être le meilleur chef d'État, avoir des diplômes à Harvard. Vous venez dans un pays qui est désordonné. Il y a de l'incivisme. Vous ne pouvez pas. Donc, il faut commencer par dire aux gens que le comportement que vous avez, il n'est pas normal. Et il faut que les leaders aussi, ceux qui dirigent, donnent le bon exemple. Quand vous ne donnez pas le bon exemple, vous ne pouvez pas demander aux gens de faire quelque chose alors que vous-même, vous faites le contraire. Donc, moi, je pense que c'est fondamental. Ça, c'est une base sur laquelle nous devons construire le Togo de demain. Le civisme, l'amour de la patrie. L'amour de la patrie, le patriotisme. Si nous réglons ça, nous allons donner envie aux gens de rêver. Et nous aurons des projets. Et après, c'est la bonne gouvernance. S'il n'y a pas de bonne gouvernance, vous pouvez dire civisme, vous pouvez dire patriotisme. Tant qu'il y aura des scandales, tant que les gens auront des choses à vous reprocher. En fait, les gens justifient même la violation du feu rouge. Ils vont vous justifier. Même des fois, quand vous avez des débats, ce que je vais faire même dans les jours à venir, c'est aller aux abords d'un feu. Vous filmez à chaque fois que le feu est rouge. Près de la moitié passe. Ils mettent non seulement la vie de ceux qui respectent le feu rouge en danger, ils mettent ceux qu'ils ont même remorqués aussi, ou même leur famille. Et c'est vraiment grave. Il n'y a pas que ça. Ceux qui balayent, les administrations publiques, s'il n'y a pas un minimum de discipline, vous ne pouvez pas construire un pays. Bien, merci, honorable député Innocent Kadmara, président du PDP. Nous venons de passer avec vous 45 minutes, comme c'est de tradition au D12. Nous allons également permettre aux auditeurs, ceux qui veulent bien poser des questions ou apporter des compléments, de le faire sur 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Quand le téléphone va commencer par sonner, sans doute que le technicien me fera signe pour qu'on puisse introduire les tout premiers auditeurs. Est-ce que nous en avons déjà? Non. Nous allons évoquer les prochaines élections, puisque ces élections, on ne connaît pas encore les dates, mais on sait très bien que cette année, 2023, il va y avoir des élections dans ce pays. Des élections d'abord régionales, parce qu'on en avait parlé depuis le début des années 2020, les régionales. Est-ce que vous avez une date? Est-ce que vous avez des indiscrétions? Non, il revient à la CENI de sortir un programme que le gouvernement va valider. Nous, en ce qui nous concerne, nous savons que c'est en fin d'année, nous avons 2 élections à organiser et nous sommes en train de préparer le terrain pour pouvoir faire un bon score. Et comme je l'ai souvent dit, nous n'avons pas la prétention d'être numéro 1, ni numéro 2, numéro 3. Donc nous allons les laisser se battre là-bas en haut et nous allons faire en sorte d'avoir un score honorable. Nous voulons être prêts pour être présents dans la chambre, dans la haute chambre. Un instant. Allô? Bonjour, bonjour. Rémi depuis Tchévier. Vous avez l'harmattan là-bas? Vous avez l'harmattan là-bas chez vous? En tout cas, on a l'harmattan quand même. On ne fait pas ce que les gens ont pour le 14 février pour Dieu, c'est là pour nous évoquer encore l'harmattan. Nous en avons également ici à l'Oméga l'harmattan. En réalité, cet harmattan a apporté un peu de fraîcheur sur la ville. On sait très bien que ces derniers temps, il faisait excessivement chaud. Ok, allez-y. Ok, ma première question, j'aimerais demander à monsieur, c'est-à-dire, en tant que député, quelle proposition de loi, soit une solution probable, il propose à la population devant cette histoire de deux qui ravage les champs financiers, parce que bientôt nous serons dans la saison agricole. Vous parlez des feux de brousse? Concernant cette histoire de logo, moi, à mon humble avis, peut-être que c'est le ministre même qui devait se justifier. S'il a empoché ou pas, bien fait pour la station, il est le premier responsable. C'est ce que moi je vois. Sur la première question, je l'ai mal noté. Je parle des bœufs qui ravagent les gens. Ah oui, la transhumance. Ah oui, la transhumance. Il a quel ou bien, par exemple, à l'Assemblée, il retourne à l'Assemblée, quelle sorte de loi il peut faire pour retarder ces gens? Bien, merci beaucoup Rémi de nous avoir appelé depuis Kévier.
Nous profitons pour saluer quand même les auditeurs de la préfecture d'Izio. Allez-y. Non, sur la question de la transhumance, je pense qu'il y a un comité interministériel qui est mis en place et qui est en train de travailler sur ces questions. Je sais que pour moi, il faut introduire la technologie. Hein. Il faut qu'il y ait un bouclier qui nous permette d'avoir, et je sais qu'il y a un projet dans ce sens-là au niveau du ministère de l'Agriculture, pour savoir où sont ces animaux-là et pour définir un couloir. Il faut définir un couloir de transhumance où les agriculteurs et les éleveurs seront tous d'accord avec des périodes bien précises. Donc je pense qu'il y a un comité interministériel qui est en train de faire d'ailleurs un bon travail et dans les jours à venir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'erreurs. Mais à chaque fois qu'il y aura d'erreurs, il y a un comité qui va se mettre en place rapidement et puis un suivi permanent. Pour qu'il y ait un suivi permanent, il faut passer par la technologie. Il faut que tous ces animaux-là, qu'on puisse savoir combien ils sont, à qui ils appartiennent, qu'on puisse avoir des données même sur ces animaux-là et quand ils font des mouvements, qu'on puisse savoir où est-ce qu'ils sont. La deuxième partie de la question sur le logo. Non, sur le logo, j'ai déjà répondu. On ne peut pas accepter un logo qui fait 15 millions. Donc, ce prestataire, on l'a pris où? C'était quoi son cahier de charge pour que le logo puisse nous coûter 15 millions alors qu'il y a des enfants, tout le monde maîtrise l'infographie. Ici, on aurait pu faire un logo. Pour moi, si c'est un prestataire extérieur et qui a été pris pour la qualité du service qu'il rend, ce logo-là ne peut pas dépasser 3 millions. Allô? Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Basile, parlez un peu plus fort, Basile. Oui, salut l'invité. Oui, bonjour. Moi, je veux lui demander, cette manière dont il nous dit les choses là, moi, je ne suis pas convaincu. Si au même moment, lui-même, il dit que le logo à peine 1 million ou 2 millions, et puis on débloque 15 millions pour ça, et il dit que l'argent là n'est pas rentré dans la poche de quelqu'un. Comment cette explication qu'on nous fait comme ça là, c'est toujours, on nous infantilise toujours. Je pense que c'est ça, ou bien. Merci. Bien, merci, cher ami Basile, pour votre intervention. Malgré les explications qui sont données, puisqu'on sait que certains membres du gouvernement ont expliqué, et là, par exemple, vous aussi, vous avez commencé par donner des explications. Non, les faits, rien que les faits. Mais on a l'impression que ça passe presque pas chez les Mais c'est normal que ça ne passe pas. Je vous ai parlé de frustration. Je dis à aucun moment on a dit que le ministre a empoché les 15 millions. On dit simplement qu'on ne peut pas faire un logo à 15 millions. C'est ce que je commente, c'est tout. Je ne dis pas, je dis, on n'a pas dit jusqu'à preuve du contraire que c'est le ministre qui a empoché les 15 millions. C'est pas ce que le rapport dit. Ou bien? Non, le rapport ne l'a pas dit. Mais voilà, donc c'est ce que je commente. Je ne défends pas le ministre. Je dis au vu des faits, au vu de ce que les gens disent, nous-mêmes nous sommes d'accord qu'on ne peut pas faire ce logo à 15 millions. Donc ça c'est un constat. Revenons aux élections, puisque vous parlez des élections, vous vous prépariez pour être présent. Oui, pour faire un bon score. Et nous avons dit notre objectif c'est 2030. Donc nous voulons être prêts pour être présents à la Chambre haute, qui est le Sénat, et à la Chambre basse, qui est l'Assemblée nationale. Et nous nous donnons les moyens pour être présents. Vous parlez de 2030, ça fait quelques années que vous êtes porteur de cet objectif-là. Peut-être que certains... Depuis que je suis entré en politique. Peut-être que certains auditeurs ne l'ont jamais appris. Vous voudrez bien l'expliquer à nouveau. Oui. 2030 pour vous c'est quoi? En 2030 nous serons prêts, nous aurons la capacité de diriger et tout ce que je vous dis, nous serons en moyen d'avoir quand même la stature d'un homme politique à l'international. Nous aurons nos relations à l'international, nous aurons les moyens qu'il faut, nous aurons les compétences à notre sein au niveau du parti qu'il faut pour être en capacité de diriger, d'aller aux élections de 2030, de les gagner et de diriger le pays. Pour le moment, c'est un chemin. Et sur le chemin, à chaque fois qu'il y a des élections, nous allons vous dire quel est le score acceptable pour nous. Et nous n'avons pas la prétention tout de suite de dire nous sommes numéro 1 ou 2 ou 3. Bien, merci. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, quel est votre nom? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô? Oui, quel est votre nom? Oui, allô? Oui, quel est votre nom? Non, cet auditeur n'a manifestement pas en retour. Allô? Allô? Oui, quel est votre nom? C'est Kofi depuis Akpata. Kofi, allez-y. Bon, je salue votre invité. Oui, bonjour. Bon, vous voyez, j'ai suivi à Moiscadis. C'était midi 30 que j'ai commencé suivi votre émission. Et j'ai retenu par une chose. Si
déjà, nos restaurants utiles enfin à conduire ce pays demain, nous dire certaines choses à la radio. Est-ce que nous qui les suivons serons convaincus à les suivre? C'est-à-dire que, juste dans une maison, il y a un volet qui a été ramassé pour mon salon. Je suis en train de chercher, j'ai retrouvé ma télé sur le volet. Mais reste, on le fait où se trouve. Et juste à la fin qu'on fait, le volet salon ça me conduit. C'est-à-dire qu'à faire de 15 millions, et que mon président qui est à droite nous dit que ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas faire recours à 15 millions. Et que normalement, 5 millions, vous devez l'interpeller. Parce que vous êtes les représentants de l'opposition à l'Assemblée. Et déjà, vous reconnaissez que les 15 millions ne peuvent pas être chose à faire. Mais beaucoup, où sont passés alors les 8 milliards? Où sont passés alors les restes? Ça veut dire que nous supportons pas le gouvernement. Nous sommes tous ça, nous supportons beaucoup et que nous ne commençons pas à détester tous les opposants qui ne disent pas la radio et disent la vérité. Comment nous allons faire pour récupérer? Comment nous allons faire pour faire des cas du gouvernement, quitte le gouvernement? C'est ce que nous allons faire. Et déjà, le gouvernement protège. Alors que vous aussi, vous reconnaissez que c'est 15 millions là, c'est pas certains locaux là. Ça veut dire que tout le reste, on va les passer et tu as Bien, c'est noté. Allô, Kofi. oui, C'est noté, on a compris. oui, On a compris votre développement. maintenant, en tant que président, parce que c'est quelqu'un qui vient à la radio, je suis content d'entendre d'avoir, et il parle bien, il me dit bien, mais aujourd'hui là, ça est devant moi. Comment nous allons faire? Parce qu'ils sont attendus, ils présentent une personne qui dit ça, c'est tout. Bien, merci, Kofi, d'être intervenu. Je n'ai pas suivi la fin. Hein. Oui, en fait, il dit vers la fin qu'il a l'habitude de vous écouter, que vous parlez très bien. Mais aujourd'hui, qu'il est un peu déçu. En réalité, je crois que c'est normal qu'il soit déçu. Je suis un politicien qui dit la vérité. Parce que tout le monde est focalisé. Il faut que nous tous nous venions, on vienne attaquer, qu'on vienne dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est faux. Il faut comprendre les procédures. La Cour constitutionnelle ne peut pas poursuivre. La Cour constitutionnelle, et ce n'est pas pénal. Donc s'il y a des responsabilités, les gens vont prendre les responsabilités, ils seront démis de leur fonction, mais on ne peut pas les poursuivre. Ils doivent rembourser. Je ne sais pas si vous me comprenez. On doit faire en sorte que s'il y a eu des détournements, ça soit remboursé. Mais sur les faits, rien que les faits, ce que j'ai dit est très clair. Sur les faits, rien que les faits, on ne peut pas faire un logo à 15 millions et nous ne sommes pas d'accord. Il faut qu'on nous explique pourquoi ce logo a coûté 15 millions. Je dis encore bien qu'entre 1, 2 ou 3 millions, même si c'est une compétence extérieure, ça aurait déjà suffi pour faire le logo. Donc nous ne sommes pas d'accord. Il nous faut des explications. Et que ça ne se répète plus. Mais je dis à aucun moment, dans le rapport, on nous dit que les 15 millions sont rentrés dans la poche du ministre. Donc ce que je dis, c'est clair. Bien, merci, c'est noté. C'est clair aussi que les explications ont du mal à passer au niveau de l'opinion. Ça aussi, il faudrait le noter. Vous parlez de score acceptable lors des élections. Oui. C'est quoi les scores acceptables pour le BDP? Non, à la veille des élections, nous passerons pour vous dire quel est notre... Non, mais en fait, nous sommes déjà à la veille des élections. Non, nous ne sommes pas encore à la veille des élections. Les CELI ne sont pas encore installés, nous n'avons pas encore le chronogramme. Donc... On reviendra sur cette veille des élections dans un instant. Il y a un auditeur qui est là, qui patiente. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Madame Essie? Madame Essie, ça fait... C'est la première fois cette année. Tous les dimanches pour les dieux de toucher le cœur des gouvernants du Togo pour qu'ils lâchent un peu le pouvoir. Tous les dimanches, c'est la rituelle que je fais. Je vois que tout le monde, là, on le prend pour des cons dans ce pays. Tout le monde. Et puis, c'est de l'intimité, puis intimité. J'ai appris sur Canal et RFI que les Japonais sont des gens durs. Dès qu'il y a l'indignité qui en touche un, il se situe. Au Togo, c'est que l'indignité de part en part. Merci, c'est tout ce que je tiens à dire. Que les gens me prennent pour des cons. Quand un truc comme ça se passe là, ça démissionne tout seul. Il y a eu des drones qui ont tué des enfants au nord la dernière fois. Personne n'a démissionné pour se constituer
Bien. Madame Messi. Madame Messi. Oui, mais en fait, au-delà du Togo, traditionnellement en Afrique, est-ce que vous avez des exemples de gens qui démissionnent comme ça? Non, c'est ça, c'est ça. Et on a brassé nos républiques et on a dit comme ça, on gère nos républiques en une bananière, en tout ce qu'on veut. Dans toute l'Afrique, pour chaque dirigeant de démission, de lui tout seul. On l'a dit un peu. Madame Messi, on l'a perdu, mais on a quand même eu l'essentiel. Hein, elle parle d'indignité. Et si Madame Messi commence pas à faire des discussions comme ça, sans passion, ça veut dire que nous sommes en train d'atteindre notre objectif pour que les gens apprennent à faire des débats en ne mettant pas trop de passion. Parce que d'habitude, c'est des attaques et qui n'ont même pas de justificatif pour nous. Donc, l'indignité, la démission, je suis totalement d'accord avec elle. Normalement, quand vous êtes à un poste de responsabilité, il se passe des choses comme ça dans beaucoup de pays où vous démissionnez. Même en démissionnant, vous protégez votre chef, vous protégez aussi le gouvernement. Oui, mais en fait, dans le cas spécifique, le nombre de ministères, en fait, je ne peux pas dire mis en cause. Mais quand on lit ce rapport, en fait, quand on lit ce rapport, avec tous les manquements, les faiblesses qui sont notées, quand vous parlez de démission, combien vont démissionner, combien vont rester? Non, moi, je ne parle pas de démission. Non, mais en fait, oui, justement. C'est le principe, et c'est en Afrique. Je dis bien dans un certain nombre de pays, je prends la France, je prends les États-Unis, souvent même, juste on vous a vu en ville, une image a circulé entre. Des fois, ça n'a même pas de lien avec votre travail. Les gens démissionnent pour protéger le gouvernement. Je dis, donc, je rentre pour expliquer ce qu'elle est en train de dire. Mais je ne dis pas, je vous ai déjà dit, au vu de celui qui a commandité le rapport, au vu de nous, en fonction de ce qu'il veut faire. Parce que nous sommes dans une allée électorale. Donc, il peut décider de faire le gouvernement avant d'aller aux élections, un gouvernement de combat, ou il peut décider de faire un gouvernement après. Donc, c'est là où toutes les conséquences seront tirées. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Après, Madame Messi, nous parlions des élections, vous parliez de scores acceptables, Oui. et nous parlions également de veille des élections. Vous nous dites qu'on n'est pas encore à la veille des élections. Oui, parce que moi, je ne peux pas venir vous dire tout de suite, moi, je vais battre seul fort Niassing, mais j'aurai la majorité au Parlement. C'est ce que les gens vous ont habitué à ça. Et ils sont obligés de justifier leur défaite tout le temps après les élections. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Il me faut du temps. Il me faut du temps jusqu'en 2030 pour vous dire non, je vais battre le parti présidentiel. Non, mais en fait, moi, je parle des élections législatives, les élections régionales. C'est de ça aussi que je suis en train de vous parler. Oui, parce mais que en fait, si vous les battez, puisque vous devenez... Non, si vous les battez, c'est que c'est vous qui choisissez le mais premier ministre. puisque ces élections vont avoir lieu cette année, nous sommes en C'est février. ce que je suis Mais en nous train sommes de en vous février. expliquer. Est-ce qu'on n'est pas à la veille de ces élections déjà? Non, pour moi, on n'est pas encore à la veille. On a du temps pour organiser les choses. On a du temps pour voir, en fonction du rapport de force, en fonction de toutes les forces en présence, quel peut être notre score. S'il y a un certain nombre qui ne viennent pas et il y a un certain nombre qui viennent, vous ne pouvez pas avoir le même score. Donc, il faut voir. La politique, c'est la stratégie. La politique, c'est des analyses. On ne se lève pas un matin, venir sur une chaîne de télé, on dit qu'on va battre la partie majoritaire, on retourne à la maison, on est content, on mange la pâte. Et à la veille des élections, on ne peut pas faire un meeting. Non. Soyons sérieux. Parlons de meeting. On peut pas. Parlons de meeting. Soyons sérieux. Oui, soyons sérieux. Oui, moi je veux qu'on parle de meeting. D'ici 2 ou 3 mois, en fonction de ce que j'aurai fait sur le terrain, je peux vous dire quel sera mon score. Parlons de meeting, puisque on en voit. Les tout premiers de cette année ont commencé par être organisés. On en a eu au niveau de la DMK. Dimanche passé, c'était l'ANC qui a organisé un meeting à Guenivé. Est-ce qu'on peut dire ouf, puisqu'on sait très bien toute la polémique ou toutes les difficultés qu'il y avait eu autour des années 2020, 2021, 2022, organiser des rassemblements publics. Là, par exemple, on a pour cette année déjà 2 rassemblements. Est-ce qu'on peut commencer par applaudir? Mais oui, on peut. Nous n'étions pas d'accord qu'on interdise. Il faut canaliser, il faut sécuriser, il faut laisser les gens s'exprimer. Parce que quand vous refusez de laisser les gens s'exprimer, il y a la frustration et puis il y a des dérives. Donc, on n'a qu'à laisser pour qu'on puisse voir le poids politique de chaque parti à travers ces meetings. Ceux qui procèdent par des meetings, ceux qui procèdent par des porte-à-porte. Il sera intéressant que pour une fois que tout le monde vienne à ces élections, pour qu'on voit quel est le poids de chacun. Il sera intéressant pour une fois que tout le monde vienne à ces élections, que ce soit les élections régionales ou les législatives, pour qu'on connaisse réellement le poids politique de chacun. Et comme nous n'avons pas la prétention d'être numéro 1, ni numéro 2, numéro 3, donc comme d'habitude, je vous le dis, on va les laisser se battre. On va les laisser se battre. Nous avons du temps pour construire notre action, notre discours et notre projet de société pour être en capacité de diriger le pays en 2030. Là, par exemple,
On peut vous reprocher que vous n'êtes pas ambitieux là, puisque vous n'êtes Non, pas. Vous ne voulez pas être numéro 1, vous ne voulez pas être numéro 2. J'ai pas dit vous que ne je- voulez pas être numéro Je 3. n'ai pas dit que je ne veux pas. Je n'ai pas dit. Qu'est-ce que Tous vous ceux dites? qui appellent, critiquent le gouvernement, il faut que leur frustration soit traduite dans les urnes. Vous ne pouvez pas critiquer le gouvernement. Vous votez pour les mêmes personnes. Au lendemain des élections, vous vous plaignez encore. Ça n'a pas de sens. Mais justement, quelle est votre ambition? Puisque là. Mon ambition est claire, c'est 2030. Mon ambition est claire. Mais il faut un parcours d'abord. On ne se lève pas un matin, je vous dis, on ne se lève pas un matin pour y comprendre le pouvoir. On appelle ça de la plaisanterie. On ne se lève pas un matin. Vous êtes sérieux, vous. Il faut être sérieux dans sa démarche. Ouais. Dans la démarche, il faut être sérieux. Parce que quand vous dites quelque chose, les gens croient en ce que vous êtes en train de dire. Vous ne pouvez pas venir ici, dire que les élections à venir, régionales et législatives, que vous allez gagner. Et après, en 2024, en début d'année 2024, venir expliquer que non, on m'a volé, on m'a triché. Non. Donc, ça demande beaucoup de rigueur, aussi bien dans le discours que dans la démarche. Et je vous dis que notre objectif de 2030 sera atteint. Bien, merci. Je rappelle les deux numéros de l'émission 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. J'ai une question, la question de Bertin Amouzoui. Je lis. J'aime beaucoup l'honorable Kadbara pour combien il est un homme cultivé et l'histoire retiendra que l'honorable Djeri et lui ont surtout beaucoup marqué cette législature, mais bien, ne trouve-t-il pas que sa façon de vouloir chaque fois couper la poire en deux, quelquefois le rend ridicule? En tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté chez lui. C'est une question qui est envoyée par Bertin Amouzoui. Il est de Golfe 1. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette question? Du tout, du tout. Je suis un centriste. Ce qui définit le centriste, c'est couper la poire en deux. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous ne sommes pas dans la rivalité permanente. Nous voulons sortir de cette rivalité. Nous voulons que les Togolais aient confiance en leurs dirigeants. Nous voulons incarner l'exemplarité et nous voulons diriger le pays avec tout le monde. Donc ça passe par un processus que les gens ne veulent pas comprendre. Maintenant, si je prends ceux qui promettent tout de suite de prendre le pouvoir, de changer les choses, alors que ça fait 5-10 ans, eux-mêmes dans leur camp, les gens ont commencé par quand il y a plus de déçus dans leur camp que plus d'adeptes ou bien ceux qui y croient. Donc nous n'avons pas fait les mêmes erreurs. Les gens aiment quand on vient insulter. Les gens aiment quand on vient dire que cette année-là, le régime va partir. Ils aiment ça. Sans tenir compte de l'état des lieux, le rapport de force. Le rapport de force, je vais le dire, ça va encore choquer. Des fois, n'est pas en notre faveur. Vous avez une opposition décimée. Depuis 2020, c'est les gens qui sont en train de se combattre sur les réseaux sociaux. Ils sont repartis, c'est vrai, sur le terrain. À combien de mois des élections? Vous n'avez pas vu que la majorité est pratiquement en campagne? La majorité... Non, moi je ne l'ai pas vu. C'est pour ça. Non, mais je ne l'ai pas vu. Nous manquons, non, mais en fait, nous manquons de sérieux dans la non, mais en démarche. fait, ils sont en campagne comment? Mais ils sont en campagne d'une manière ou d'une autre. À travers le gouvernement, à travers les ministres, à travers tout ce qu'ils font. À travers le social, ils sont en campagne 24 heures sur 24. Vous ne pouvez pas... Ceux qui disent que... Est-ce que ça vous choque? Moi, ça ne me choque pas. Quand vous êtes au pouvoir, c'est comme ça. Il faut comprendre les choses. Les gens ne comprennent pas les règles du jeu et ils critiquent. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez l'avantage d'être au pouvoir. C'est comme ça. Quand vous êtes dans l'opposition, il faut être stratégique, bien organisé. Moi, je ne peux pas venir vous dire tout ça là et je n'ai pas les moyens de faire un seul meeting. Je n'ai pas les moyens de couvrir 5 préfectures même pour déposer des cautions. Et je vous promets que je vais battre fort Gnassingbé. On appelle ça être plaisantin. C'est le contraire. C'est ceux qui font le contraire qui sont des plaisantins. Et moi, je ne suis pas du tout ridicule dans ma démarche. Vous savez très bien que vous serez contraint, par exemple, en 2030, si vous êtes toujours dans votre logique, de prendre position, de critiquer, de dire que ce que ceux-là font, c'est mauvais. Je critique. Que vous allez les battre. Vous serez obligé, par exemple, de prendre position. Non, je prends position et j'ai toujours critiqué. Mais je dis, il faut dire la vérité au peuple. Les gens n'ont pas l'habitude de dire la vérité au peuple. C'est pour ça que le peuple est déçu à chaque fois qu'il y a des élections. C'est pour ça que je dis, les élections au Togo, c'est comme la Champions League. Tout le monde peut prétendre à la victoire. Mais on sait peut-être que c'est le Real, c'est le Bayern. Mais tout le monde peut prétendre au titre. Mais quand ça va finir la saison, on sera, nous tous, encore en train de jouer le tour préliminaire ou bien dans les poules. Ça, c'est clair. En 2030, pourquoi je dis 2030? C'est pas par rapport à moi-même ma stratégie. C'est pas par rapport à mon âge. C'est par rapport aux moyens que j'aurai. Vous avez quel âge? Ce n'est pas important. Non, mais ça peut être important. Je suis dans la quarantaine. Ce n'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est en 2030, nous serons dans la cinquantaine. Nous aurons de l'expérience, être passé au Parlement, avoir fait peut-être d'autres institutions, avoir un groupe solide, un groupe de réflexion, des gens qui nous font des réflexions sur l'ensemble des sujets. Je vous assure que d'ici 3-4 ans, nous, on aura dans notre parti un technicien par domaine.
Si le gouvernement fait une sortie, nous allons sortir également pour soit dire le contraire, soit pour aller dans le centre du gouvernement, mais pour rappeler qu'il y a des insuffisances. C'est comme ça qu'on construit un parti. On ne vient pas à la radio de raconter n'importe quoi, sachant très bien qu'on ne pourra pas gagner une seule préfecture. Voilà, donc il faut une démarche sérieuse. Et nous sommes dans cette démarche sérieuse et je vous assure que nous allons vous garantir le résultat qui sera l'alternance en 2030. Il y a la question de Bertrand, cette question sur les réseaux sociaux, dans le cadre du désencombrement des voies. Ne voyez-vous pas que le gouvernement togolais est victime de ses propres turpitudes parce qu'il a longtemps lui-même imposé la misère dans le pays à travers sa gouvernance de népotisme, d'impunité et du clientélisme juste pour la conservation du pouvoir? Ça, c'est son opinion à lui. Tout ce que moi je peux dire, c'est qu'on a laissé faire à un moment. C'est pas bien de laisser faire parce qu'après vous êtes obligé de casser. Ce problème-là même, il sera plus même prononcé, même dans nos cantons. Vous vous imaginez que dans nos cantons, les gens viennent construire derrière votre douche? Il n'y a pas un plan directeur, il n'y a pas un plan d'urbanisation des cantons. Quand on va vouloir véritablement faire des infrastructures, dégager les voies, ça sera un problème. Quand vous parlez des cantons, vous parlez de l'intérieur du pays. Je parle des cantons. Je suis parti jusqu'au canton. Je ne parle pas des villes. Je parle de nos cantons dans les villages. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je dis, vous parlez de l'intérieur du pays. Je parle de l'intérieur du pays. C'est pour dire que le même désordre est là-bas. Parce qu'après, il va falloir casser. Après, il va falloir casser. Est-ce qu'il y a un auditeur? Mais est-ce qu'il ne vous aime pas, les auditeurs? Je ne sais pas pourquoi ils n'appellent pas. Aujourd'hui, ils n'appellent pas parce que c'est clair. Les explications sont claires et limpides. Donc, c'est pour ça. Je reviens à votre score acceptable parce que... Ça vous intrigue. Oui, ça m'intrigue un peu, le score acceptable. Parce que vous n'êtes pas habitué à ce genre de discours. Non, mais en fait, c'est clair que quand vous dites score acceptable, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3? Quand par exemple... C'est ce que nous allons mériter. C'est ce que vous allez mériter. C'est ce que nous allons mériter en 2023. Ça sera notre score. En passant d'abord par les meetings, et là, par exemple, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est ma mémoire qui me fait défaut ou qui me joue de sale tour. Je me souviens plus de la dernière fois. Laquelle? Quelle élection? Non, je me rappelle plus la dernière fois votre parti, le PDP, a organisé un meeting à Lomé ou à l'intérieur du pays. Puisque nous faisons un travail de terrain, on n'est pas... Vous n'êtes pas friand des meetings? Non, pas des meetings. Moi, je me déplace beaucoup. Je vais voir mes fédérations, je vais voir dans les cantons, je fais des activités, je suis avec eux. Ils me connaissent, je les connais. On est en train de faire un maillage du territoire et ce maillage m'a payé. Est-ce que ce n'est pas une preuve de faiblesse? Non, pas du tout. Puisque la campagne arrive, on verra bien au niveau de la mobilisation. Mais pourquoi vous avez peur? Moi, j'ai pas peur. Non, mais en fait, j'ai peur pour vous parce que non. On sait très bien que généralement, un certain nombre de partis politiques qui sont spécialisés ou qui sont aptes à faire, à mobiliser. Non, c'est ceux qui... Non. Est-ce que c'est une illusion? Non, une mauvaise lecture? Non, nous ne nous cachons pas dans les regroupements. Nous savons qui nous sommes. Et nous savons qui nous sommes. Et notre identité, nous ne cachons pas notre identité. Nous irons à ces élections et nous aurons un score honorable. Et je dis bien que quand la période va s'ouvrir, nous allons peut-être faire des meetings et vous allez voir. Pour le moment, il faut faire le terrain. Il faut être sûr que vous avez l'ensemble de vos fédérations, l'ensemble des bureaux cantonaux, que le message passe et la période de la campagne nous permettra de faire des meetings. Allô? Bonjour, comment on vous appelle? Je réponds à Agbo. Agbo, vous êtes à l'antenne. Je salue notre invité. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. La plupart des questions, les gens l'ont déjà je vais faire une remarque. Dans votre développement, vous dites que ce n'est pas la peine de venir à la radio, crier, sans sachant qu'on ne va pas gagner. Que vous nous dites qu'aujourd'hui, pour le moment, ce n'est qu'une procédure. Ce n'est qu'un projet. Ce n'est pas encore réalisé. Quand vous dites votre objectif de 2030, voilà. 2030 n'est pas encore arrivé. On n'a pas encore gagné. Ce que moi je constate, nous avons fait mais nous avons une seule personne à combattre. Le régime est là et dont nous connaissons tous. L'opposition, si elle ne peut pas se unir pour faire un point commun, ce n'est pas la peine de venir discuter les autres. Maintenant, ma suggestion va porter sur au programme.
que M. Aktioubé a l'habitude d'inviter les oppositions. Mais dans les débats et tout ça là, les propositions qui vont faire pour les Togolais ne se débattent pas, et on reste sur les tout ça là. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, que ce soit les Togolais, tout ça là, ce que les Togolais vont manger, tout ça là, est pas un discours mobilisateur à l'heure actuelle. Il faut penser au panafricanisme, soulever des questions importantes. Là, vous allez voir comment le peuple va vous suivre. Le peuple est critiqué maintenant. Là, vous avez un exemple. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Le choix et les stratégies, le combat de Ousmane Sonko est clair. Et vous avez vu que la jeunesse est tirée, tout ça là. Par rapport au franc CFA, par rapport à la langue qui nous est imposée, à l'assassinat du président, tout ça là, il y a des manifestations sur le changement du régime. L'opposition là, il ne dit rien. Bien sûr que vous ne pouvez pas vérifier les affaires qui ont les coups d'État. Mais ce qui se passe, sortez avec des communiqués et informer le peuple. Depuis plus de quelques mois, la CDA a suspendu les 3 pays. Que nous voyons qui font des prouesses à leur peuple actuellement. Les 3 pays réunis avec l'idée d'une force. La CDA dit qu'il va les combattre. L'opposition là, elle ne dit rien. Le peuple comprend tout ça là. C'est n'avec que des idées neuves, excusez-moi, pour remobiliser la foule. Bien, merci. Merci, cher ami Agbo, c'est noté. Et il vous reproche le fait que vos discours ne sont pas des discours tournés vers le panafricanisme. Je suis le seul à avoir un discours panafricaniste. Si, peut-être qu'il ne me suit pas dans mes émissions et mes déclarations. Et puis moi, je suis... Et puis voyez, en fait, voyez le traitement qui est fait à la Turquie et voyez le traitement qui est fait à l'Ukraine pour dire que ces Occidentaux-là, ils se moquent de nous. Si c'était un pays européen, vous allez voir la mobilisation. Est-ce que vous avez senti la même mobilisation au niveau de la Turquie? Au niveau de la CEDEAO? La Turquie par rapport à l'Ukraine. Non, mais en fait... Je parle de mobilisation. Oui, mais quand... Et je parle de panafricanisme. Oui, mais faisons pas de confusion là. Non, il n'y aura pas de confusion. Oui, mais pourquoi vous parlez de Turquie et en même temps de l'Ukraine? Non. La mobilisation au niveau de l'Ukraine, c'est l'Ukraine est en guerre. Quand on parle de panafricanisme, c'est par rapport à quoi? C'est pour que nous puissions nous prendre en charge nous-mêmes. C'est pour dire que ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs qui vont nous sauver. Ça, c'est un premier. Et je remarque qu'il y a, au niveau, par exemple, même des Occidentaux, ce n'est pas le même discours quand c'est un autre pays qui est touché, quand ce n'est pas un pays de l'Union européenne ou bien quand la peau n'est pas blanche. Ça, c'est juste un constat. On revient en Afrique. Ce qui vient de dire par rapport à la fédération entre les 3 pays, ils sont libres de faire la fédération. La CEDEAO est libre parce que des fois, je pense que la CEDEAO dépasse même ses prérogatives pour aller dans des trucs. On ne leur a pas demandé de faire tout ça. Et moi, je suis un panafricaniste. Je pense que nous devons apprendre à compter uniquement sur nous. Ça doit passer par la bonne gouvernance. Quand votre pays est bien géré, vous n'avez pas besoin de FMI forcément. Si vous faites appel au FMI, c'est parce que vous êtes en difficulté. Mais quand nos pays ne sont mal gérés, c'est normal qu'il y ait des coups d'État, c'est normal qu'il y ait des capitaines qui prennent le pouvoir. Et des fois, le discours que ces gens-là affichent, mais dans la réalité, des fois, c'est plus compliqué. Ce qu'il est en train de nous reprocher, c'est quoi? C'est avoir un discours mobilisateur pour permettre de faire comme Ousmane Sonko au Sénégal. Mais le Sénégal n'est pas le Togo. Le Sénégal n'est pas le Togo. Il n'y a pas les mêmes enjeux. Il n'y a pas le même centre d'intérêt. Ce n'est pas parce qu'au Sénégal, c'est comme ça. Mais peut-être qu'il n'a pas... Nous parlons de ces sujets-là tout le temps. Nous sommes peut-être l'un des seuls à parler de ces sujets. Tout le temps, nous parlons de ces sujets. Et tout le monde connaît notre position par rapport à la question. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes dans une année électorale. Ce qu'il est en train de dire, il n'a qu'à voter pour nous. Vous ne pouvez pas dire ça. À la fin de la journée, vous votez pour d'autres personnes et vous venez nous accuser au lendemain des élections. Non, vous, personnellement, c'est le PDP ou l'opposition? Il a parlé aussi bien de moi que l'ensemble de l'opposition. Bon, ce que les Togolais souhaitent souvent, c'est qu'on se retrouve au niveau de l'opposition pour qu'il y ait l'union de l'opposition, qu'on puisse battre le régime. Quand vous suivez un peu en filigrane tout ce qu'il dit, c'est ça. Allô? Alors, monsieur, oui? pas pour répondre à l'invité, mais si. c'est pour apporter des éclaircissements. Oui, s'il vous plaît, c'est qui? C'est Agbo. Oui, allez-y pour l'éclaircissement. Quand il dit tout à l'heure que ce n'est pas, on va les critiquer après aller voter pour toutes les autres. Nous, on vote. Mais nous, on n'a pas les moyens de vérifier. Mais si eux qui voient l'élection, ils n'ont pas pu mettre la pression pour que la télé soit claire, tout ça là, et au soir de l'élection, ils puissent vérifier qui a voté. Bon, on a voté. Mais quand on revient, on ne peut pas venir dire que j'ai
Il dit que le cas du Sénégal, ce n'est pas le cas du Togo. La Cour des comptes a relevé un manquement de la au Sénégal. On a vu que ça s'est passé. Au Togo, plus de 2 semaines. Le gouvernement est communiqué. Les critiques sont arrêtées sur les radios. C'est fini. Maintenant, est-ce qu'ils veulent que nous fassions? Quelle opposition apprend le rapport de la Cour des comptes là pour en faire un débat? Nous allons le faire. Nous, on peut convoquer le gouvernement au Parlement, mais eux, l'opposition peut convoquer le gouvernement. Je ne comprends pas ce qu'il nous dit. Bien, c'est noté. Il va réagir une dernière fois. Peut-être que nous disons la même chose, mais lui aussi, il ne me comprend pas. Moi, j'ai dit pratiquement la même chose. Mais je dis le Sénégal n'est pas le Togo. Et si vous votez, si vous avez l'habitude de voter pour l'opposition et que vous n'avez pas de résultat, là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous avez accompli votre devoir. Donc, vous avez joué votre rôle. Maintenant, il nous revient de prendre toutes les dispositions. Et en 2017, quand nous, on a voulu rejoindre les gens dans la rue, tout ça là, c'est pour créer les meilleures conditions pour aller aux élections. Ce n'est pas pour demander la démission du gouvernement et que le fort démissionne, non. Mais les gens nous ont dit que non, qu'ils auront le pouvoir dans la rue et que le président doit démissionner. C'est là où on a dit non. Nous irons aux élections. Mais je dis le score que nous avons eu d'abord, pour ceux qui votent pour nous, merci beaucoup. Mais ce score ne nous permet pas, parce que nous sommes 14. Et pour interpeller véritablement le gouvernement, il faut 15 personnes. Donc, nous n'avons pas la capacité d'interpeller le gouvernement actuellement. Mais nous venons sur les chaînes, nous débattons, nous disons que nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce scandale, parce que les règles du jeu n'ont pas été respectées. C'est ce que nous disons. Mais après, il faut avoir les moyens de contraindre le gouvernement à une action. On n'a pas ces moyens-là. Et nous disons, si vous voulez qu'on ait plus de moyens, alors votez pour nous pour les élections à venir, pour que nous puissions faire plus de pression sur le gouvernement. Cette législature, ça a permis aux centristes, c'est nous qui interpellons plus. C'est nous qui faisons les débats. Nous intervenons sur l'ensemble des sujets. Quand vous voyez un fait, une actualité, allez chez mon collègue, allez chez moi, nous intervenons. Donc, on ne peut pas aussi nous reprocher ça. Mais c'est les armes que nous avons, que nous utilisons. Bien, merci. Il nous reste moins d'une dizaine de minutes pour finir cette émission. Vous avez fait allusion à l'Ukraine, et puis après, vous avez fait également allusion à la Turquie, où vous les avez nommés clairement. La Turquie, puisque je sais que vous avez des relations, ou que vous connaissez ce pays traverse une situation difficile. Vous, personnellement, comment est-ce que vous la vivez, cette situation? Ouais, ben vous savez, vous ne pouvez pas, même si vous êtes organisé n'importe comment, avec la technologie, il y a des fois le séisme, qu'est-ce que vous aurez pu faire? Mais ça a décimé toute une ville, ça a 42 000 morts, moi je trouve que c'est énorme. Tout ce que je déplore, je ne serai pas long sur cette question, tout ce que je déplore, c'est que c'est la duplicité de la communauté internationale. C'est la duplicité de la communauté internationale. Que ce soit en Afrique, que ce soit au moins en Orient, tout ça là, ils ne vont pas, ce n'est pas le même traitement. Le traitement qu'ils sont en train de faire à l'Ukraine et les centaines de millions qui sont engloutis là-bas, ça peut régler le problème du paludisme, le problème de sous-nutrition en Afrique. Ça peut régler ce problème. Ça, c'est pour un seul pays. Et vous voulez qu'on vous suive quand vous voulez sanctionner? Non. Votre guerre n'est pas la nôtre. Oui, mais en fait, vos intérêts ne sont pas les nôtres. Oui, mais quand vous parlez de paludisme, est-ce que c'est leur guerre, le paludisme? C'est pour ça qu'il faut qu'on nous apprenne à nous prendre en charge et qu'on apprenne à nous faire respecter. Et c'est ce que nous voulons incarner dans les années à venir. Qu'on nous respecte, que nous puissions décider pour nous-mêmes, que nous puissions décider de fixer les prix de nos matières premières, que nous puissions décider de pouvoir battre notre monnaie, de pouvoir réaliser nos projets, qu'on ne nous impose pas des financements avec un objectif de faire travailler les entreprises européennes. Vous parlez de duplicité de la communauté internationale quand vous évoquez la situation en Turquie. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez dit que vous n'allez pas être très long sur la question de la Turquie. Nous savons que vous avez des contacts dans ce pays, que vous vous rendez de temps en temps dans ce pays. Mais quand vous parlez de duplicité, je ne comprends pas. Puisque on sait que... Si c'était dans un pays européen, il y aurait plus de solidarité. Il n'y a pas de solidarité par rapport à la Turquie. C'est ce que... Mais est-ce qu'il n'y a pas une solidarité internationale aujourd'hui avec tous ces Européens qui sont présents, des secouristes européens? Il y en a plein là-bas en Turquie. Il faut qu'on en fasse plus parce que c'est incroyable ce qui s'est passé. 42 000 morts, c'est énorme. Moi, je n'ai pas entendu un pays dire que je donne tel, un peu comme ça se fait si c'est un pays européen. Oui, mais en fait, quand vous évoquez le cas de la Turquie est carrément en guerre. Là, en guerre contre la Russie, c'est autre chose. Non, la Turquie ne fait pas partie de la guerre avec la Russie. Mais je dis, l'Ukraine est en guerre
contre la Russie. Non, sur cette question, tout ce que je dis, c'est que... Et les enjeux ne sont pas les mêmes. Oui, mais... Quand vous parlez de tremblement de terre... On peut faire plus pour ces pays-là, un peu comme l'Afrique. On n'en fait pas assez. C'est des miettes qu'on donne, mais on montre un peu à sa population comme si c'est ces miettes-là qu'on donnait. C'est pour ça que les pays ont des problèmes. Alors qu'on peut faire plus. Vous savez, s'il y a plus de solidarité, s'il y a moins d'égoïsme et d'intérêt, on aura plus de paix sur le plan international. Les gens seront en paix. Les gens auront au moins un repas par jour. Je trouve qu'il y a une certaine injustice sur le plan international. Il y a une certaine injustice qu'il faut corriger parce qu'après, il y a les soulèvements. Parce que les gens ne vous écoutent plus. Quand on parle de discours anti-français, c'est parce que les gens ont fait la même politique depuis les indépendances et bien avant les indépendances. Les gens n'ont pas permis que certains peuples et certains États puissent se prendre en charge, qu'ils aient au moins un repas, qu'il y ait un minimum d'infrastructures et qu'ils tendent toujours la main. Mais à un moment, ils ne vont plus vous écouter et ils vont couper le cordon ombilical. Pour qu'on n'en arrive pas là, il faut être juste. Il faut en faire plus. Il faut que ce soit plus équitable, que le commerce soit plus équitable, qu'on ait plus d'argent dans nos caisses pour pouvoir s'occuper des infrastructures et s'occuper de nos pauvres. La question que vous évoquez là est une question importante. Moi, je voudrais qu'on la ramène au plan local, puisqu'on sait aujourd'hui aussi, au Togo aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim. Comment résoudre la question de l'injustice au plan local? À travers les filets sociaux, mais d'abord, c'est la bonne gouvernance. Si on applique quand même la bonne gouvernance, on fait de bons choix d'investissement dans un certain nombre de départements, je crois que ça peut résoudre le problème. Certains pays comme le Rwanda, d'autres, je ne vais pas les citer tous, ils sont quand même sur la bonne voie. Ils sont quand même sur la bonne voie. Donc, nous pouvons nous inspirer de ce qui marche dans un... Et puis, faire des partages des expériences entre nos pays, entre les chefs d'État, entre les parlements pour voir ce qui marche ici. Est-ce qu'on ne peut pas implémenter chez nous, mais nous prendre en charge? Arrêtons de faire le monde, nous allons nous prendre en charge. Si nous avons besoin d'assistance, nous allons solliciter des partenaires. Mais nous devons d'abord savoir compter sur nous-mêmes. À ce moment, les chefs d'État africains, ils sont en sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Et on a l'impression, quand on évoque la question de la prise en charge, qu'on ne tire pas suffisamment leçon de ce qui nous arrive, puisque à chaque édition de ces sommets, on a l'impression qu'on remet les mêmes questions sur le tapis, la question de ce développement. Ça va revenir tant que nous sommes dans le discours, tant que nous ne passons pas aux actes. Et la nouveauté, c'est la lutte contre le terrorisme sur cette question, puisqu'il nous reste plus que assez de temps, sur cette question. Comment est-ce que vous la vivez sur le plan local? Le terrorisme, nous en avons discuté. Paraît-il qu'il y a dans la région de la Savane près de 42 000 ou 49 000 déplacés. Tout ça, là, ça va créer plus de pauvreté. C'est pour ça qu'il faut un investissement massif au niveau du gouvernement dans ces régions-là pour maintenir les populations et les déplacer, les prendre en charge. Non seulement il nous faut beaucoup plus de renseignements, il faut que les populations, parce que les gens peuvent être corrompus avec peu de sous, parce qu'ils sont dans la pauvreté. Donc, il faut plus d'infrastructures, résoudre le problème de chômage des jeunes, donner plus d'engrais aux gens, faire en sorte qu'on puisse compter sur eux et qu'ils ne puissent pas céder à la corruption des djihadistes. Justement, on parle de plus en plus de complicité au plan local. Oui, c'est inquiétant. Mais c'est la pauvreté. Est-ce qu'on peut la régler, cette question, pour que... Elle est difficilement réglable. C'est une question urgente, là. Oui, mais elle sera réglée. D'autres vont prendre rapidement conscience. Il faut beaucoup plus de sensibilisation. Les acteurs qui ont un pouvoir d'influencer des décisions ou qui ont les prêtres, les chefs cantons, tous ceux qui ont une portion du pouvoir, on n'a qu'à utiliser l'ensemble de ces canaux pour sensibiliser la population parce que sympathiser avec les terroristes, ça ne résout aucun problème. Ça ne résout aucun problème. Je vous ai dit au début de l'émission, pour vous taquiner, si vous préférez Internet, radio, télévision, tout ça, on va finir l'émission. Maintenant, je change un peu le format. Si vous êtes Vladimir Poutine ou Volodymyr Zelensky, parce que c'est les deux personnages qu'on entend beaucoup plus ces derniers temps sur les grands médias. Est-ce que vous êtes plus Vladimir Poutine ou plus Volodymyr Zelensky? Non, je vais vous étonner. J'adore la communication de Zelensky. C'est quelqu'un qui s'est imposé sur le plan international. La guerre, c'est une opportunité pour ce monsieur. La guerre, c'est une opportunité pour lui. Il communique très bien. Il est très bon. Il est doué. Maintenant, la finalité, je ne sais pas, au-delà de la guerre, qu'est-ce qu'il vise? Mais ça le concerne. Et Poutine, c'est quelqu'un qui veut qu'on le respecte.
Le respect pour lui, c'est fondamental. Quand il discute avec vous, vous le respectez. Si vous ne le respectez pas, ça peut amener vraiment des problèmes. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie sur ce gars-là. Se faire respecter, respecter son pays, ça c'est très important. Donc l'un comme l'autre, ils ont des qualités, mais je ne rentrerai pas dans le fond, dans la guerre, dans les débats, non. En termes de personnalité, la communication de Zelensky, la personnalité, le respect que Vladimir Poutine peut demander que les adversaires puissent observer à son endroit. Bien, merci. C'est la conclusion de cette émission avec le député Innocent Kabara, président du PDP. L'émission que vous venez de suivre sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Freitas. Je suis Pierre Watiobé. Très bonne suite de programme sur Pyramide. Au revoir.